Le statut de Rome lui-même a déjà prévu une modalité d'entrée en vigueur que j'ai expliquée, et cette modalité-là a déjà été remplie. L'article suivant, c'est l'article 26, il dit ceci. Tout traité entré en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Et le dernier article, Monsieur le Président, c'est l'article 27, intitulé Droit interne et respect des traités. Et c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Que dit cet article-là? Il dit ceci. Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ceux qui disent que pour que le statut de Rome entre en vigueur en République de Guinée ou pour qu'un traité entre en vigueur en République de Guinée, qu'ils nous disent cela est écrit où? C'est écrit où? Dans quelle disposition nationale? Dans quelle disposition internationale? Vous comprendrez donc, Monsieur le Président et Messieurs les assesseurs, qu'autant dans les dispositions nationales que dans les dispositions internationales, nulle part l'entrée en vigueur d'un traité n'est subordonnée à sa transposition dans le droit interne. Vous comprendrez donc que le statut de Rome, son entrée en vigueur en République de Guinée, ce n'est pas notre code pénal de 2016 qui marque cela. Vous comprendrez également que le statut de Rome était déjà en vigueur et pouvait être appliqué par tout juge guinéen avant la commission du massacre le 28 septembre 2009. Dès lors, je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de bien vouloir déclarer sur tous les éléments recevables la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Cependant, la demande de recevabilité d'une demande est une chose, mais son bien fondé en est une autre. Pour savoir si, en l'espèce, la demande tient, permettez-moi de faire un très bref rappel des faits dans ce dossier. Le 28 septembre 2009, à l'appel des forces vives de la nation, la population civile s'est rendue au stade du 28 septembre par milliers. Contre toute attente, les bérets rouges de la garde présidentielle ont débarqué, trouvant sur place déjà les gendarmes, notamment les gendarmes du service antidrogue, la police, les miliciens de Kaléa qui étaient armés de flèches, de coupe-coupe, de couteaux et de toutes sortes d'armes blanches. Ces militaires se sont introduits à l'intérieur du stade, ils ont encerclé le stade, ils ont bloqué toutes les issues, ils ont ouvert le feu, tirant sur la population à balles réelles jusqu'à épuiser entièrement leurs chargeurs. Ces militaires ont découpé les fils électriques qu'ils ont posés sur les murs pour électrocuter et donner la mort à tous ceux qui tenteraient de s'enfuir en passant par les murs. Ces militaires, Monsieur le Président, ont commis toutes sortes de barbaries sur la population civile. Ces miliciens ont poignardé, ces miliciens ont tué, ces miliciens ont éventré, les gens ont été égorgés de la manière la plus publique et de la manière la plus exposée. Et ce qui est encore plus cruel, les femmes ont été déshabillées publiquement pour les humilier. Nous avons assisté à des cas de viol les plus horribles. Et que dire des jeunes, des femmes, des vieilles personnes qui ont été arrêtées, envoyées dans les camps de Koundara, les camps comme le camp Alpha Yaya Diallo, le service de lutte contre la drogue, pour être torturés et être soumis à des traitements inhumains les plus graves. Monsieur le Président, le sang a coulé, il a trop coulé, les gens sont morts, ils sont trop mal morts. On ne pouvait pas permettre à leur famille, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale et internationale de voir ces corps mal morts. C'est pourquoi on a procédé, Monsieur le Président, à la disparition des corps. Il y a eu trop de morts, on ne peut pas permettre à la presse, on ne peut pas permettre à la communauté nationale, on ne peut pas permettre à la communauté internationale de voir de telles quantités de morts. C'est pourquoi ils ont procédé à la disparition des corps et à des fosses communes. Monsieur le Président, dans les camps, dans les lieux privés, les viols, les traitements inhumains les plus dégradants, comment on peut les imaginer si sur un stade, on n'a une fois pas hésité de soumettre les personnes à de tels traitements?
Dans les lieux où on ne peut pas voir ce qui se passe, Monsieur le Président, vous ne pourrez imaginer le sort qui a été réservé à ces populations civiles. Monsieur le Président, un tel événement, une telle attaque généralisée, systématique, à mon sens, entre dans le cadre des critères de la qualification du crime contre l'humanité prévu par l'article 7 du statut de Rome. C'est pourquoi je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après avoir déclaré la demande recevable, de bien vouloir procéder à la requalification des faits en crime contre l'humanité. Je voudrais ensuite, Monsieur le Président, aborder la question de l'implication et de la responsabilité pénale individuelle de chaque accusé. C'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les accusés, et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a assez de choses aussi que je ne dirai pas. Je voudrais tout d'abord commencer par M. Mamadou Aliou Keita. Ce dernier, il est renvoyé devant votre tribunal pour viol commis sur la personne d'une dame dont je ne voudrais pas dire le nom ici. Monsieur le Président, ce qui est particulier chez lui, c'est que contrairement aux autres accusés, lui, il a été formellement identifié par sa victime. Pourquoi il a été identifié? C'est parce qu'il suivait une femme qui se trouvait dans la même famille que sa victime. Il voulait épouser cette fille-là. Alors, le 28 septembre, cette dame-là, cette victime était venue au stade. Mamadou Aliou Keita également. Lorsque les militaires ont commencé à tirer, elle a eu la chance de croiser un homme en uniforme à la retraite qui l'a saisi la main pour la sauver. Mais puisque les militaires continuaient toujours à venir vers elle, finalement elle a retiré sa main, elle a tenté de fuir. C'est dans ces conditions-là qu'elle a croisé M. Mamadou Aliou Keita qu'elle connaissait très bien. Dès leur rencontre, ce dernier l'a asséné de coups, elle est tombée à terre. Et chaque fois qu'elle tentait de se relever, Mamadou Aliou Keita l'a frappé de nouveau et l'a terrassé. C'est dans ces conditions-là que deux autres gendarmes amis de M. Mamadou Aliou Keita sont arrivés. Et les deux gendarmes ont pris les pieds de la dame et M. Mamadou Aliou Keita s'est livré au viol. Après lui, ça a été le cas des deux autres gendarmes. Monsieur le Président, ils avaient déchiré les habits de la dame. La dame est sortie très affaiblie. Elle a été accueillie par une famille qui se trouvait aux environs du stade. C'est grâce à cette famille que la Croix-Rouge l'a déposée à l'hôpital d'Onka, où elle a été reçue par un médecin qu'elle connaît également. Mais finalement, en raison de l'insécurité qui régnait à l'hôpital d'Onka, ce médecin l'a conseillé de rentrer à la maison. Et aussitôt rentrée, elle a dénoncé M. Mamadou Aliou Keita. Ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, tout d'abord, c'est que la dame a déclaré avoir connu les violences physiques de la part de M. Mamadou Aliou Keita. Et évidemment, au cours des débats, nous avons tous vu la photo, comment le corps de la dame était roué de coups. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le viol renferme une question de dignité. Beaucoup de femmes sont victimes de viol, mais elles n'osent pas le dire. Parce qu'elles ont honte. Parce que notre société n'aime pas. Lorsqu'on est connu comme ayant été violé, on est parfois confronté au rejet social. Comment une dame peut-elle prendre sa responsabilité de dire que j'ai été violée si elle n'a pas été effectivement violée, Monsieur le Président? Mieux que ça, il y a eu beaucoup de contradictions lorsque M. Mamadou Aliou Keita est passé à cette barre-là. Il n'y a donc pas de doute à l'égard de M. Mamadou Aliou Keita. Il y a les éléments constitutifs de viol dans la mesure où c'est par la force, c'est par la contrainte, c'est par la force qu'il est procédé à la pénétration sexuelle. Le viol donc étant l'un des éléments constitutifs du crime contre l'humanité, vous retiendrez donc M. Mamadou Aliou Keita dans les liens de la culpabilité pour crime contre l'humanité. Si, Monsieur le Président, comme vous êtes un juge souverain, vous ne retenez pas la qualification sollicitée, vous retiendrez alors que sur la base des dispositions nationales, vous retiendrez que l'infraction de viol est établie à son encontre. Deuxièmement, c'est le cas du colonel Blaise Goumou. De l'instruction préparatoire jusqu'ici devant la barre de votre tribunal, le colonel Blaise Goumou a effectivement reconnu s'être rendu au stade du 28 septembre suite à un appel reçu de la part de son chef, le colonel Moussa Tibro Kamara.
Mais ce qui a crié, il déclare qu'il était au stade lorsqu'il a vu une équipe de bérets rouges arriver et que cette équipe était dirigée par le commandant Toumba Diakité. Il a déclaré que le commandant Toumba Diakité est descendu, il a été entouré par les militaires, il a pris la direction du stade en tirant et que c'est pour cette raison qu'il a eu peur. Il a demandé à son équipe de s'embarquer et de rentrer au camp Alpha Yaya Diallo. La première question qu'on peut se poser, le colonel Blaise Goumou qui est venu au stade à la suite d'un appel de son chef, peut-il laisser son chef et repartir au camp Alpha Yaya Diallo alors que ce dernier est resté au stade jusqu'à la survenance du massacre et jusqu'à même faire sortir certains leaders? Deuxièmement, Monsieur le Président, ici à la barre, le colonel Blaise Goumou a déclaré que lui et le commandant Toumba ne se connaissent pas. Le commandant Toumba également a déclaré ici à la barre, certes, il a dénoncé le colonel Blaise Goumou comme étant un formateur à Kalea, mais qui ne se connaissent pas. Comment il peut avoir peur de quelqu'un avec qui il ne se connaissait pas? Il a dit c'est parce qu'il y a un antécédent entre eux. Est-ce qu'on peut avoir un antécédent avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, Monsieur le Président? Il y a donc toutes les raisons du monde pour pouvoir douter des déclarations qui ont été faites ici à l'audience par le colonel Blaise Goumou. Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le colonel Blaise Goumou avait été entendu par la Commission internationale d'enquête. Les informations qu'il a données devant cette commission et celles qu'il a données devant votre tribunal, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande contradiction. Je vais vous lire un passage. À un moment qu'il ne peut plus situer au niveau de l'heure, on parle bel et bien du colonel Blaise Goumou. Il a vu des bérets rouges arriver derrière. Il venait apparemment du pont 8 novembre, passer à côté de sa patrouille sur la route de Donka, tourner et entrer dans le stade. Il y avait 2 ou 3 pick-up, soit en 20 et 25 militaires. Ils avaient des PMAK sur eux, mais ils n'avaient pas vu des trépieds avec des 12-7 sur le pont des pick-up. Il ne sait pas de quelle unité de bérets rouges il s'agissait et il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. C'est lui qui parle comme ça devant la commission. Il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. Il a ensuite entendu des coups de feu en direction du stade. Et c'est comme ça qu'il a compris que les bérets rouges n'avaient pas seulement contourné le stade avec leur pick-up, mais étaient entrés. Il ne se souvient pas s'il y a eu également une explosion ou de la fumée due à des grenades lacrymogènes. Thiogro a dû être informé de ce qui se passait, mais il ne sait pas par qui. Celui-ci est revenu sur place alors qu'il y avait des tirs dans le stade. Il est entré dans l'enceinte alors que les gens couraient pour sortir. Puis il a vu sortir en portant seul d'Alain sur son dos. Pendant ce temps, il est resté avec sa patrouille en son emplacement, puis a aidé son commandant avant de continuer sa patrouille pour entrer en caserne. Voilà ce qu'il a déclaré devant les juges d'instruction. Là-bas, il dit qu'il n'a pas vu Toumba. Il dit qu'il est resté. Il dit qu'il a aidé son commandant. Ici, il dit qu'il a pris la fuite. Monsieur le Président, vous allez également donc comprendre que les autres informations reçues par la Commission internationale d'enquête, selon lesquelles le colonel Blaise Goumou est entré, le colonel Moussa Thiogro Camara est entré au stade avec 2 gendarmes, dont un du nom de Blaise. Ces informations-là sont crédibles. Le colonel Blaise Goumou est bel et bien entré à l'intérieur du stade. Et s'il est entré à l'intérieur du stade et nie l'avoir fait, Monsieur le Président, c'est qu'il a de la bonne raison. C'est parce qu'il a participé au massacre. Sinon, pourquoi nier y être entré? Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Et ce qui est aussi important, c'est que lui, il a été un formateur à Kalea, bien avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, on ne pouvait pas avoir quelqu'un de mieux que lui pour assurer la formation des miliciens qui sont venus commettre le massacre au stade. Or, ces miliciens-là étaient au stade. Ils étaient là avec les cars, dans les cars, Monsieur le Président, de la Sotragi. Ces miliciens-là, les éléments du dossier prouvent que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la ville de Conakry. Donc, Monsieur le Président, c'est effectivement lui qui les a servis de guide.
La rencontre entre formateur et élève, Monsieur le Président, ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas voir ses élèves comme ça là et se retirer et partir. Il a effectivement participé à la commission de ces crimes-là, Monsieur le Président. Ce qui est aussi important, c'est que, en tout état de cause, le colonel Blaise a reconnu qu'il est revenu au camp, à la base du service antidrogue. Il y a passé la nuit et il y a travaillé les jours suivants. Or, dans ce dossier-là, il est constant qu'il y a eu des séquestrations au niveau de ce service. Il y a eu des tortures au niveau de ce service. Lui, il dit qu'il n'a pas vu ça. Est-ce que ça, c'est possible? C'est impossible. S'il était là-bas et qu'il y a eu des tortures, il le nie. La raison, c'est que c'est parce qu'il a effectivement participé à ces tortures-là. Monsieur le Président, vous allez donc retenir que le colonel Blaise Goumou, les déclarations qu'il a faites devant votre tribunal, ce sont les déclarations uniquement pour se défendre. L'autre réalité aussi, c'est que nulle part dans ces différentes auditions, il ne vous a déclaré avoir apporté un moindre soutien, une moindre assistance à une personne. Il ne l'a jamais fait, Monsieur le Président. Et pourtant, non seulement il avait un véhicule, mais il avait aussi les hommes. Il ne faut pas surtout oublier, Monsieur le Président, qu'à cette barre, il a fait étalage de ses formations, de ses diplômes, de ses connaissances du rôle du gendarme. Mieux que ça, il a expliqué ici les expériences qu'il a connues avant la survenance des événements du 28 septembre. Les patrouilles diurnes, les patrouilles nocturnes. Au cours de ces patrouilles, selon lui, il y a eu des prises avec les bandits armés. Ils ont pu les maîtriser, Monsieur le Président. La nuit, comment en pleine journée, il peut ne pas pouvoir apporter une moindre assistance à cette femme-là qui est blessée au stade, à cet enfant-là qui est blessé, à ce jeune-là qui est fatigué, qui est déjà poignardé, qui ne peut pas courir, Monsieur le Président. Dans ce dossier-là, les exemples foisonnent. Il y a les militaires qui ont aidé les femmes, qui ont aidé les jeunes, qui ont aidé les vieilles personnes. Dans ce dossier-là, il y a même les femmes policières qui ont apporté leur secours, leur assistance aux victimes. Dans ce dossier, il y a les jeunes qui ont même bravé ces miliciens-là pour sauver les victimes. Dans ce dossier-là, Monsieur le Président, il y a les jeunes même qui ont cassé les tables pour prendre les personnes blessées dessus, comme les brancards. Lui, il était là, il avait un véhicule, il avait une équipe à sa disposition. Dans ce dossier, les habitants de Dixine, malgré qu'ils avaient les mains nues, ces habitants-là ont ouvert leur hospitalité aux victimes. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes ont été reçues dans les familles. Beaucoup de femmes, ce sont ces habitants-là qui les ont reçus et qui ont fait appel à la Croix-Rouge, qui ont donné les habits à ces femmes. Lui, il avait tous les moyens, Monsieur le Président. Son véhicule est reparti au camp Alpha Yaya vide. Il n'y avait que ces éléments parce qu'il a refusé d'apporter aide et secours. S'il est parti avec les gens, ça ne peut être que pour les séquestrer, Monsieur le Président. Sinon, il allait dire ici que j'ai aidé telle personne, je suis parti avec telle personne. Pour quelle raison? Quelle raison? On peut faire ça à son propre pays? Monsieur le Président, vous allez retenir que le crime contre l'humanité est bel et bien retenu dans ces dossiers-là à l'encontre du colonel Blaise Goumou. Monsieur le Président, je viens au cas du capitaine Marcel Guilavogui. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est un accusé qui a une situation unique. Il est difficile à saisir, à comprendre, Monsieur le Président. D'abord, il a appartenu à un cercle d'accusés dans lequel les accusés se protégeaient avec le capitaine Moussa Dadis Camara, avec le colonel Moussa Thiebro Camara et autres.
au point que le colonel Moussa Tchegoro Camara est allé jusqu'à nier avoir vu Marcel à la clinique avec les grenades, alors qu'il les avait sortis contre lui. Il est allé jusqu'à nier l'avoir vu au stade. Il a fallu des questions et des questions pour qu'il dise « J'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel ». Parce que dans ce cercle-là, il se protégeait. Ensuite, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, toutes les questions lui ont été posées pour savoir est-ce qu'il avait appris ou non que Marcel aussi s'était rendu au stade, parce qu'il avait ordonné l'arrestation du commandant Toumba, parce qu'il avait appris que ce dernier s'était rendu au stade. Tout a été fait. Et Marcel, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il s'était rendu au stade? Tout a été fait. On n'a jamais obtenu une bonne réponse de sa part. Il appartenait à ce cercle-là, dans lequel il se protégeait. Ensuite, il a quitté ce cercle. Il est allé dans le cercle du commandant Toumba, qui est aussi avec les capitaine Cécile Raphaël, capitaine Paul Mansa Guilavogui. Il est venu là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un revirement à 180 degrés. Je vais dire la vérité. Donnez-moi l'occasion de revenir à la barre. Il vient à la barre avec un document. Quelle est sa nouvelle mission? La défense d'un autre accusé, le commandant Toumba. Pour dire quoi? J'avais été au stade. Alors qu'auparavant, il avait déclaré qu'il avait la langue coupée. Il était dans son bureau parce que sa langue était coupée. Il revient pour la deuxième fois avec des histoires qui donnent à dormir debout, qu'il avait sorti les grenades pour arrêter le commandant, le colonel Moussa Tchegoro Camara. Pour l'arrêter, Monsieur le Président. C'est un accusé qui est difficile à comprendre, Monsieur le Président. Mais il y a une évidence dans ce dossier en ce qui le concerne. Dans toute chose, il y a le sommet. Il y a le sommet. Parmi toutes les personnes qui ont commis les exactions le 28 septembre 2009, le haut niveau, c'est le capitaine Marcel Guilavogui, Monsieur le Président. Si au stade, à un moment donné, le colonel Moussa Tchegoro Camara, le commandant Toumba Diakité, ayant vu la proportion inquiétante prise par le massacre, s'était ressaisi, pour lui, non, ce n'est pas ça. Les ordres que j'ai reçus par le président, je dois les exécuter, vaille que vaille. Le capitaine Marcel a frappé tous les leaders, Monsieur le Président. Il a exercé les violences les plus atroces. Le capitaine Marcel, il a poursuivi les leaders jusqu'à la clinique. Monsieur le Président, regardez la personnalité, la mentalité d'un accusé qui sort les grenades contre une clinique. Même en pleine guerre civile, les hôpitaux sont protégés. Notre pays n'était pas en guerre. Il a sorti les grenades, Monsieur le Président, contre une clinique. Il a poursuivi, Monsieur le Président, le commandant Toumba jusqu'au haut commandement. C'est là-bas qu'il est allé retirer le doyen, Feu Jean-Marie Doré, pour lui asséner les coups, avec les paroles que nous, on ne peut pas dire ici, Monsieur le Président. S'il a pu faire ça à l'hôpital, au vu aussi de tout le monde, il a pu faire ça au commandement, Monsieur le Président. Imaginez ce que le capitaine Marcel a pu faire avec les femmes séquestrées, où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Avec les jeunes séquestrés, Monsieur le Président. Les éléments du dossier, d'ailleurs les témoignages, ça a été lui ici, qui indique clairement que c'est lui qui est venu avec les hommes qui ont détruit la pharmacie de l'hôpital d'Onka. C'est lui. C'est lui également qui est venu avec les militaires pour enlever les femmes violées qui étaient couchées à l'hôpital d'Onka. Dans les morgues, c'est aussi lui, Monsieur le Président. Quand vous faites une lecture attentive de la description qui a été faite par Human Rights Watch sur les forces communes, que ce soit à Koza, à Afia ou à Yimbaya, Monsieur le Président, comment les militaires creusaient
les fosses-là, les nuits, les mouvements avec les véhicules, avec le rôle pionnier joué par Marcel, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte, et ça c'est une évidence. Même dans ça, là, la disparition des corps, les fosses communes, le capitaine Marcel a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Dans ces dossiers-là, on parle de personnes égorgées, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel, il est la clé de voûte de ça. C'est lui. Pour preuve, lorsqu'ils étaient en train de torturer le doyen Jean-Marie, l'un de ses soldats a dit au capitaine Marcel, je lui loge 2 balles dans la tête. Le capitaine Marcel a dit non. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça ne peut pas être le hasard. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça veut dire 2 choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'il est impliqué dans les séquestrations qui ont eu lieu au camp Koundara. S'il dit qu'il sera déposé, c'est que ça veut dire que les autres qui ont été déposés aussi, c'est sur ces ordres, c'est sur ces actions, Monsieur le Président. La deuxième chose, s'il dit qu'il sera égorgé, c'est parce qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait contre le doyen Fé Jean-Marie, c'est qu'il a fait avec d'autres personnes, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel Guilavogui a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang, Monsieur le Président. Son propre ami, jusqu'au bout, il continue à dire que le commandant Toumba est son ami. Et son propre ami a déclaré ici à la barre que c'est eux, les Marcel Guilavogui, qui découpaient les gens au 32 escaliers. Tuer un être humain, Monsieur le Président, pour lui, ça ne veut rien dire. Fort de l'ordre reçu de la part du président Dadis, Monsieur le Président, il a commis les exactions les plus horribles. Le capitaine Marcel Guilavogui mérite d'avoir la réponse de votre tribunal à la hauteur de sa forfaiture, Monsieur le Président. Il y a crime contre l'humanité commis par lui. Mieux que ça, même les responsabilités de commandement des chefs militaires. Le capitaine Marcel, il était le commandant adjoint, il l'a dit lui-même dans son audition devant le pôle des juges d'instruction, il était le commandant adjoint, Monsieur le Président, de la garde présidentielle. C'est-à-dire, après Toumba, c'est lui, il était chef. Et c'est avec ça qu'il est venu au stade, et c'est devant lui. Donc, il doit aussi être retenu, responsable, pour responsabilité de commandement de chef militaire. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas oublier un élément. Dans le massacre du 28 septembre, son ami a déclaré que le matin, il a dissuadé quand il avait pris la troupe. La troupe, Monsieur le Président, la troupe. Le commandant Marcel ne mérite aucune clémence de votre tribunal, Monsieur le Président. Il doit servir d'exemple. Monsieur le Président, après le capitaine Marcel Guilavogui, je voudrais venir au colonel Abdoulaye Chérif Diaby. C'est le grand paradoxe dans ce dossier. Le grand paradoxe. Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, à la fois médecin et ministre de la Sécurité. Partisan de la mort. Médecin partisan de la mort. Celui qui a débarqué à l'hôpital, marché sur les malades, Monsieur le Président. Un médecin, un ministre de la Santé qui frappe les malades, qui se bat avec les médecins, les femmes, Monsieur le Président, les femmes, qui attachent leurs pagnes sur leurs blouses pour dire non, Monsieur le ministre, vous ne passerez pas ici. C'est le grand paradoxe, Monsieur le Président. On peut quand même se poser la question, d'où lui est venue cette force-là
cette vigueur, cette hargne, Monsieur le Président, cette colère qu'il est allé déverser sur les victimes à l'hôpital. D'où? Il ne faut pas oublier que le matin, il allait à Koya. Quand il a été informé, il est repassé par le camp Alpha Yaya Diallo, Monsieur le Président. Et c'est constant dans ces dossiers-là. Tous ceux qui ont rencontré le président Moussa Dadis Camara ont dit que le 28 septembre 2009, il était agité et en colère, Monsieur le Président, qu'il avait une colère inextinguible. En passant par le camp Alpha Yaya Diallo, il ne faut pas douter. Avant de venir à l'hôpital, il a rencontré son président, Monsieur le Président. Cette colère-là, il l'a vue avec son président. Il l'a adoptée. Il l'a épousée, Monsieur le Président. Sinon, à l'hôpital lui-même, il allait avoir peur. Si je me comporte ainsi, que dira mon président? Qu'est-ce que le président va faire? C'est parce qu'il a vu ça avec son président, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être le hasard, Monsieur le Président. Et c'est lui, les éléments du dossier d'ailleurs l'indiquent. Le rapport de la Commission internationale d'enquête est très clair. Quand il a empêché aux médecins d'administrer les soins aux malades, c'est lui qui a ordonné la destruction de cette pharmacie. C'est lui. Quand il entend soigner les malades, c'est parce qu'il a les médicaments. C'est lui qui a ordonné. Il a ordonné et Marcel a exécuté, le capitaine Marcel. Monsieur le Président, lorsque cette pharmacie a été détruite, Monsieur le Président, il n'y avait plus de médicaments. Le problème s'est posé. Où trouver les médicaments? Il fallait ouvrir la pharmacie centrale. Et la clé était avec Dr Abdraman qui se trouve à Nongo. La solution c'était quoi? Envoyer un garde rapidement ou demander à Dr Abdraman d'envoyer la clé à urgence. Et s'il estimait être en insécurité, appeler au camp Alpha Yaya Diallo qui est proche de Nongo pour que les militaires partent chercher la clé. Il n'a pas fait ça. Hein. Il a pris son véhicule, il est parti au camp Samori. Il a pris tout son temps. C'est lui-même qui a déclaré ça. Il a pris tout son temps au camp Samori. Il a porté sa tenue. Ensuite, il est allé à Nongo lui-même. Un ministre n'est pas un planton. Il pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Il est allé à Nongo. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Faire sciemment. Il a pris la clé. Au lieu d'envoyer la clé aussi, il est parti au camp Alpha Yaya Diallo. Il a pris tout son temps. C'est à partir du camp Alpha Yaya Diallo là-bas. Il a demandé à son chauffeur d'accompagner les médecins avec cette clé à la pharmacie centrale, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas intéressé pour la suite. Hein. Les médicaments sont arrivés tard. Connaissez les conséquences de ce retard-là? Volontairement orchestré. Les personnes sont mortes par manque de médicaments parce qu'il y avait urgence. C'est parce qu'un ministre est en train de se promener qu'il cherche la clé. Les gens ont eu des handicaps à cause de ce retard, Monsieur le Président. Le cas d'Alseni Camara, par exemple, qui devait être opéré. À cause de ce retard, les médicaments sont arrivés à 19h. Il a été opéré à cause du retard, Monsieur le Président. Lui, c'est la paralysie. La paralysie. Ça, c'est la volonté. Ça a été délibérément orchestré par le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, médecin et ministre de la Santé. Monsieur le Président, il est également impliqué dans la disparition des corps. Au camp Samori, c'est lui, le chef d'état-major général des armées, et le colonel Moussa Tebo Kamara qui sont allés donner les ordres. Et même à l'hôpital d'Onka, vous avez suivi les témoignages ici. Lui-même, il a chassé les gens pour s'éloigner de la morgue.
pour pouvoir retirer les corps, Monsieur le Président. Voilà les agissements d'un ministre de la Santé qui n'a jamais été limogé, qui n'a jamais été sanctionné par son président. À cause de sa loyauté, il a été retenu. Parce qu'il a fait la volonté de son chef, Monsieur le Président. Un ministre compétent, même si le président lui disait « fais ça » ou « faites ça », il aurait fait autrement, Monsieur le Président. Il allait désobéir. Machiavel disait au prince, entre le serviteur compétent mais déloyal et le serviteur incompétent mais loyal, choisis-toi le serviteur incompétent mais loyal. Il est resté loyal à son chef. Monsieur le Président, vous allez retenir que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a fait trop de mal aux Guinéens. La mort, la perte d'un être humain est une chose, mais aussi ne plus jamais retrouver son corps à un autre. Il est à la base de ça. Monsieur le Président, vous allez retenir, je ne veux pas rentrer dans la lecture des dispositions parce que ça a déjà été lu ici, qu'il y a crime contre l'humanité à son encontre. Et si contre toute attente, la qualification n'est pas retenue, Monsieur le Président, retenez que toutes les infractions sur la base desquelles il a été renvoyé sont établies à son encontre. Ensuite, le colonel Claude Pivy, le célèbre Claude Pivy. Monsieur le Président, le colonel Claude Pivy, c'est l'une des figures les plus marquantes de notre armée depuis plusieurs années, pour ses prouesses dans le mauvais sens. Tout le monde pouvait être absent de ce qui s'est passé le 28 septembre, sauf lui. Il ne pouvait pas être absent. L'occasion était trop belle pour une nouvelle fois montrer ce qu'il sait faire, la violence. Monsieur le Président, je ne vais pas trop tarder sur lui. C'est constant dans ces dossiers-là. Il a été particulièrement actif, comme il sait le faire. Les témoignages sont là. Même les gens en partance pour l'hôpital, le colonel Claude Pivy les arrêtait pour les mettre à genoux, pour les empêcher d'aller à l'hôpital. Un ministre de la République, qui dit « Donnez-moi l'essence, je vais les brûler ». Monsieur le Président, il a fait trop de mal. Il est venu au stade. Il est venu au stade, Monsieur le Président. Il y a un élément important qui s'est produit ici lors des débats. Je précise que c'est le jour où la presse avait observé un mot de boycott. L'audience n'avait pas été couverte par la presse. Parmi les victimes, il y a une qui s'appelle Sekouna Bari. On a tous vu les images de ces jeunes circuler sur France 24 avec l'émission Les Observateurs. Ce jeune-là, il a comparu ici. Lorsqu'il avait été entendu par les juges d'instruction, il avait dit que je ne peux pas identifier mes agresseurs. Mais quand il était à la barre ici, il a dit, Monsieur le Président, c'est moi qui avais dit que je n'ai pas pu identifier mes agresseurs. Mais quand je suis venu au tribunal ici, j'ai vu un homme passer tout près de moi, tout près. Dès que je l'ai vu, je me suis rappelé du 28 septembre. J'ai dit, lui là, c'est lui qui m'a agressé. Celui qui a orchestré mon arrestation. C'est avec lui que j'étais dans le véhicule du stade du 28 septembre jusqu'à Bambeto. Il a dit, cet homme-là, c'est le colonel Pivy, ici à la barre. Il y a eu trop de questions. Pourquoi tu avais dit que tu n'as pas pu identifier et maintenant là tu dis que tu peux l'identifier? Il y a eu trop de débats. Les questions ont été posées à Sekouna. Il a donné la description de l'habillement qu'avait le colonel Pivy. Les gris qu'il avait. Et comme par magie, le procureur était là, avec son ordinateur. Il travaillait. Et subitement, il est parvenu à agrandir l'image. Voilà. Notre colonel, le célèbre copain
dans toute sa clarté. Il n'y avait même pas de débat. Tout le monde l'a dévisagé ici. Pour lui, depuis ce jour-là, le procès était fini. Le procès était fini, tout le monde l'a vu. Sa défense même est rentrée à la maison, très fâché. Tout le monde l'a vu, il a été connu. C'est comme s'il avait été pris la main dans le sac. Or, ce jeune a donné des explications sur les tortures qu'il a fait subir aux gens. On ne doit donc pas s'étonner s'il a trouvé comme solution la fuite, Monsieur le Président. Il savait déjà depuis longtemps que son sort est scellé. Et que dire des pillages qui ont eu lieu sur la route des Princes? Les pillages et les vols. Un ministre de la République qui vole. Il vient avec le véhicule, il braque, fait le braquage, il prend tout avec ses hommes, il met dans le véhicule. Et c'est quand même curieux, il vient avec ça au camp, là où il y a la présidence. Il pille, il vole, il amène ça au camp, à la présidence, rien ne sort. Comme si rien n'en était, Monsieur le Président. Comme je le disais, Monsieur le Président, il n'y a pas matière à trop s'arrêter sur le colonel Claude Pivi, qui lui-même, convaincu déjà de sa propre culpabilité, a préféré prendre la tangente. Mais vous allez retenir qu'il avait déjà comparu, il s'était déjà défendu. Donc la décision que votre tribunal va prendre à son encontre, ça sera une décision contradictoire parce qu'il s'est défendu. Vous retiendrez qu'il y a crime contre l'humanité commis par le colonel Claude Pivi, mais aussi, surtout, il y a la question de la responsabilité des chefs militaires. Parce qu'il était ministre de la sécurité présidentielle. Et je vais préciser que les hommes en Corée qui étaient au stade, ce sont ces hommes. C'était ces hommes. Les hommes en Corée, c'était ces hommes. Donc c'est l'un des acteurs majeurs des massacres du 28 septembre. Il ne doit pas s'échapper des mailles de la justice, Monsieur le Président. Votre réponse à son comportement doit être sans appel. Monsieur le Président, la personne suivante, c'est le capitaine Paul Mansa Guilavogui. Entendu par votre tribunal, il a d'abord tenté, je ne sais pas comment je vais dire ça, de nous faire égarer. Nous dire que lui, il a été interpellé par rapport aux événements du 3 décembre. Il n'était pas là. Lui n'était pas là le 28 septembre. Il était à Cancan. Il n'est venu qu'en octobre, Monsieur le Président. Mais tout de même, il a reconnu que Begré faisait des tortures au camp Koundara. Mais vous lui avez demandé vous-même, comment vous avez su, vous qui n'étiez pas là, que Begré faisait des tortures? Il a répondu qu'on a envoyé les gens devant lui. Et être à Cancan et envoyer les gens devant toi au camp Koundara, Monsieur le Président. C'est la preuve qu'il était là le 28. Il était là. Et en tant que chauffeur, Monsieur le Président, il était là. Et d'ailleurs, devant les juges d'instruction, c'est aussi il a fait un revirement au Rocambolès. Devant les juges d'instruction, il a été très coopératif. Il a donné les détails. Il a même déclaré devant les juges d'instruction que le 28 septembre, Begré était au stade avec une troupe et que le commandant Toumba aussi était là-bas avec une troupe. C'est ici qu'il a changé. Ça veut dire que lui-même, il était là-bas. Il n'y avait pas mieux que lui pour être conducteur dans la troupe de Begré qui s'est rendu au stade, Monsieur le Président. Le capitaine Paul Mansa, il est caractéristique lorsqu'on parle de torture dans ce dossier. S'il est évident, cruel qu'on le traite, que Begré a donné des ordres, le capitaine Paul, lui, c'est par ses propres mains qu'il a fait souffrir l'enfer à la pauvre population. Les traitements inhumains les plus incroyables. Le capitaine Paul Mansa mettait les gens à genoux au camp Koundara. Il frappait les gens. Le capitaine Paul Mansa, il a fait coucher les gens et leur a demandé de regarder le soleil. Au camp Koundara, lui, il a obligé les gens à se superposer les uns sur les autres. Chose même inimaginable, lui, il a obligé les gens à se battre, se donner les coups les uns contre les autres. Quelle horreur! Le capitaine Paul Mansa Guilavogui, Monsieur le Président, ne mérite aucune circonstance atténuante. C'est le maximum de la sanction, Monsieur le Président. Il ne mérite pas.
le capitaine Paul Mansa, il est un acteur majeur des séquestrations et des viols des femmes qui ont eu lieu là-bas. Il a déclaré ici que lui n'a vu aucune femme à Koundara. Et avec tous ces témoignages-là, ces victimes, que lui n'a vu aucune femme. Monsieur le Président, il a été un terrible et horrible tortionnaire. Votre réponse doit être juste, c'est-à-dire à la hauteur de son comportement. Autant il a été excessif à l'encontre de la population civile, Monsieur le Président. Votre tribunal doit à son égard lui administrer le traitement qu'il mérite. Monsieur le Président, je viens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Monsieur le Président, avec le président Moussa Dadis Camara, c'était l'un des accusés les plus attendus. À certains égards, à certains points de vue, il a répondu aux attentes. L'homme a fait des grands déballages, des péripéties de la prise du pouvoir, de l'élection du pouvoir, de son fonctionnement, au recrutement des Kaléa, les préparatifs du massacre, l'horrible massacre du départ de ce qui s'est passé le 28 septembre, Monsieur le Président. Au stade, Monsieur le Président, il a fait un grand déballage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? On ne peut pas dire que le commandant Toumba, c'est un homme qui a une sincérité certaine, mais on peut dire qu'il a une certaine sincérité. C'est-à-dire à certains égards, sur certains points. Oui. Ce qu'il a donné comme aide au tribunal, c'est que quand même c'est un accusé qui a le don de dire ce que les autres ont fait. Au moins, si les autres aussi faisaient comme lui, chacun disait ce que l'autre a fait. Il a dit ce que les autres ont fait. C'est tout le contraire du président Moussa Dadis Camara. Lui, ce qui le charge bas, ce qui ne le charge pas bas, tout ce qui est lié au dossier, il nie. C'est le nihilisme absolu. Vraiment, il nie tout. Je ne suis pas arrivé à lui d'abord. Il nie tout. Le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, il a des choses qu'on peut lui reconnaître. D'abord, je pense, même si aujourd'hui son président ne le reconnaît pas, je pense que physiquement c'est un militaire formé. Un médecin, s'il n'est pas nommé à un poste de santé, il est nommé aide de camp, c'est parce que militairement sur le plan, ne serait-ce que sur le plan physique, je pense qu'il est formé. Certes, il avait aussi un grade inférieur, je crois, sergent, mais je pense que, même si son président le nie, il a payé une part active dans la lutte pour la conquête du pouvoir, pour l'ascension de son président. Sinon, je ne pense pas qu'il allait avoir ce poste-là. Autre chose qu'on peut retenir de lui, je pense que c'est un homme intelligent. Un homme intelligent qui, même dans la spontanéité, a le don du réflexe de la solution. Vous avez vu, dès sa première rencontre avec le président Moussa Dadis Camara, pour les préparatifs du coup d'État, il a défini les obstacles. Il dit, premier obstacle, c'est Granco. Il a défini les objectifs spécifiques, les objectifs généraux. Il faut enlever tout ce qui est derrière Granco. C'est un homme intelligent. Et je pense que c'est un homme aussi, si intelligent, mais qui peut lire l'avenir. Pas par la magie, pas du tout. Par sa réflexion, il est capable de savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il l'a dit plusieurs fois ici. Je leur ai dit que tout cela va arriver, Monsieur le Président. Il est intelligent. Et je sais aussi que c'est un homme, quand il tient à quelque chose, il déploie tous les moyens. Tous les moyens. Ce procès-là, il tient à ça. Ce procès-là, il s'est préparé à ça, Monsieur le Président. Et je suis sûr qu'il s'est déployé, il continue à se déployer, Monsieur le Président. Ça, je le crois.
Ce que je crois aussi, fermement, Monsieur le Président, fermement, c'est que le commandant Toumba Diakité, le 28 septembre 2009, est allé au stade, mais pas à la recherche du président. Il est allé effectivement sur ordre avec insistance de son président, pas à sa recherche. La deuxième chose, le commandant Toumba Diakité est allé au stade, mais avec les militaires, Monsieur le Président. Ça, c'est une évidence. Ces mérites, il faut les reconnaître. Les réalités aussi, il faut les reconnaître. Il est allé sur ordre de son président. Mais comme j'ai dit qu'il est intelligent, avec la tournure des événements, la proportion inquiétante que le massacre prenait, il s'est vite rendu compte que ça, c'est un problème. C'est un problème. Il fallait donc trouver une branche à laquelle s'accrocher. Il fallait sauver au moins les leaders. Si pour ces gendarmes-là, ces policiers-là, ces militaires-là, si pour ces miliciens de Kaléa-là, leur identification était difficile, pour lui, commandant Toumba Diakité et le colonel Moussa Tibo Camara, ce n'est pas le cas. C'est les chefs qui sont connus. Mais il fallait quand même qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Ils ne pouvaient pas continuer, Monsieur le Président. Il fallait qu'ils s'arrêtent. C'est les chefs. Si quelque chose arrivait à ces leaders-là, les premiers à répondre, c'était les deux-là. Monsieur le Président, je suis sûr d'une chose. Si à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il y avait déjà les tueries à l'intérieur, on pourrait comprendre, on pourrait être d'accord avec lui, qu'il est entré dans ce stade-là pour sauver les leaders. Dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle les évidences, les vérités absolues. Il est d'une vérité absolue dans ce dossier qu'à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Ça, c'est au moins, c'est clair, c'est constant. Il n'y avait rien. Il est aussi constant qu'il était à la tête des militaires qui sont entrés au stade. Il est aussi constant, Monsieur le Président, que c'est à cette entrée-là que les tirs ont commencé à l'intérieur du stade, Monsieur le Président. Comment il peut dire qu'il est entré au stade pour sauver les leaders alors que, à son arrivée, il n'y avait aucun problème au stade? Autre chose, Monsieur le Président, qu'il faut retenir. Le commandant Toumba Diakité, je l'ai dit, c'est un militaire physiquement formé. À la prise du pouvoir, pas n'importe quelle salle, la salle de réunion du Bata, pendant que le général Toto avait pris le pouvoir, tous les officiers étaient là. Le général Konaté, si craint qu'il était, assis, le capitaine Dadis assis, c'est lui qui est venu, il a brisé la porte. Brisé la porte, il est rentré. Brisé, hein, il a dit, il a brisé. Quand le général a parlé, il a dit, là où tu es, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Hein? Lui, il ne pouvait pas arrêter ces massacres. Il avait les moyens. Je suis sûr d'une chose, si le commandant Toumba avait la volonté d'arrêter ces massacres-là, il allait l'arrêter. Il allait le faire. Le commandant du bataillon des chars, il a dit, le colonel Claude Pivi est parti pour l'arrêter, il n'a pas pu. Lui, il est allé, il a défié les chars. Il a pris, il l'a amené à leur base. Défier les chars. Les miliciens mal formés là qui violent les femmes, lui, il ne pouvait pas les arrêter. C'est parce qu'il avait fini par entrer dans le plan de son chef, Monsieur le Président. Les responsables de la sécurité présidentielle du président Conté, il est allé. Au PM3, à la nuit, il est allé les libérer. Et que dire? Quand Begré l'a appelé pour l'informer de l'arrestation de certains éléments du camp Koundara, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas te référer, il faut te référer. Il a bougé, il est allé. Le colonel Balamou, il a expliqué ici. Il a fini avec lui, il a défié les gendarmes. Il les a libérés, il les a amenés au camp Koundara. Lui, il ne pouvait pas arrêter le massacre. Au camp Koundara, il l'a dit. Il dit, ils ont tiré sur moi comme ils ont voulu, et c'est eux qui ont fui. Lui, il ne peut pas arrêter le massacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout simplement les leaders, il est sorti. Il est venu en ville.
il a laissé au stade le feu, il a laissé le sang, il a laissé les pleurs, il a laissé le grincement de dents. Il est sorti, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et il n'a même pas daigné provoquer un moindre secours, Monsieur le Président. Moindre secours. Il a sorti le leader, oui. Et cette question-là lui a été posée par la Commission internationale d'enquête. Il dit qu'il n'a pas été auditionné, il a été auditionné. On lui a posé cette question-là. Si vous n'avez pas le devoir de protéger la population civile qui était au stade là, le leader, oui, vous les avez sortis. Mais la population civile. Monsieur le Président, la non-assistance à personne en danger, on en peut discuter. Le commandant Toumba Diakité ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président, il ne peut pas identifier un seul élément de ceux qui ont commis les crimes au stade. Aucun, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vrai, il dit la vérité, je l'ai dit, mais c'est sur les autres. Toute vérité qui le charge, même s'il jure, il ne va pas dire ça. Il s'est rappelé de tous les noms ce matin-là. Les gens qu'il a vus, les Théodore, il s'est rappelé de tout le monde. Mais il dit que c'est une garde qui est venue lui dire que le président Dadis est allé au stade. Cette garde-là. Un événement aussi marquant. Il ne peut pas retenir le nom de cette garde-là. C'est parce que ça n'existe pas. Personne n'est venu lui dire que le président est allé au stade. C'est le président qui l'a envoyé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi un élément important. Quand vous lisez le procès verbal du capitaine C.C. Raphaël devant les juges d'instruction, il a fait un déballage. Il a dit que le commandant Toumba était allé au stade avec 8 hommes. Il a dit qu'il a été auditionné. Il a même parlé comment on appelle ça, de colosses, qu'il a entendu pendant son audition. Il a reconnu à la commission qu'il est allé avec 8 hommes. Il a dit. Mais quand C.C. Raphaël est venu ici, il a changé de version. Paul Mansa, devant les juges d'instruction, il a dit que le commandant Toumba est allé au stade avec une troupe, Begré aussi avec une troupe. Ici, il a changé. Je suis convaincu d'une chose. S'il n'y avait pas eu ce problème-là d'infrastructure à la maison centrale, si les accusés étaient séparés entre eux, le capitaine Paul Mansa de Labogui n'allait pas changer sa version. Il n'allait pas remettre en cause son procès verbal d'audition par le juge d'instruction. C'est sa rencontre avec le commandant Toumba. Chaque accusé qui se rencontre avec lui change de version dans le sens de l'aider. C'est pourquoi je dis, c'est quelqu'un, quand il aime quelque chose, il tient. Quand il tient à quelque chose, il met tous les moyens pour ça. Le capitaine Marcel Guilavogui, son deuxième retour à cette barre-là, ça c'est clair et net. C'est la main du commandant Toumba Diakité qui est derrière ça. C'est sa main. C'est sa main qui est derrière ça. Et vous avez vu avec quelle histoire il est venu, Monsieur le Président. Tous ceux qui peuvent le noyer dans ce dossier-là, toute vérité qui peut le noyer dans ce dossier-là, il passera par tous les moyens pour l'éteindre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous rappeler que le commandant Toumba Diakité, il avait déclaré que un jour, Makambo a dit au président Dadis que le commandant Toumba, il est à la fois commandant de la sécurité présidentielle, il est aussi aide de camp. Il a dit que non,
Lui, il ne connaît pas l'organisation de la garde présidentielle. Il ne connaissait pas l'organisation du pouvoir. Il n'y avait point, Monsieur le Président, de commandant de la garde présidentielle. Que lui, il était tout simplement aide de camp. Il n'a jamais été commandant. Mais ici, à cette barre, il a dit qu'un jour, quand le président Dadis l'a appelé, il dormait. Il n'a pas décroché. Les gens sont allés le rapporter sur le président, que le commandant Toumba ne répond même plus à vos appels. Il a envoyé Marcel le réveiller. Quand Marcel est venu l'appeler, il s'est réveillé. Il dit, je ne m'étais pas encore lavé, je voulais me laver. Marcel m'a dit, mon commandant, il a urgence, il faut aller. Mon commandant, il était lieutenant. Si on l'appelle mon commandant, commandant de quoi? Commandant de quoi? Mon commandant. Il a dit à cette barre, quand le commandant de 36 l'a appelé, pour lui dire que le président Dadis m'a appelé, pour me dire de recevoir les hommes, ça il s'agit des hommes de Kalea, qu'il m'a appelé, il a dit, mon commandant, le président m'a appelé, il va l'appeler mon commandant. Commandant de quoi? Il avait le grade de lieutenant. S'il n'était ni commandant du régiment, ni commandant de la garde présidentielle, commandant de quoi? Le 28 septembre, il a dit lui-même, il a dit que quand ils sont sortis de chez le président, Marcel l'appelait mon commandant. Il a dit ici, mon commandant, mon commandant. Je ne lui ai même pas répondu. Vous qui avez le grade, de lieutenant, si on vous appelle mon commandant, c'est alors commandant de quoi? Dites-nous, commandant de quoi? Commandant de la garde présidentielle? Commandant du régiment? Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le commandant Toumba avait accordé une interview. Il avait accordé une interview et dans cette interview, il avait parlé de M. Marcel Guilabogui. Oui. À la deuxième page, c'était sur Guinée Express. À la deuxième page de cette interview, il avait dit ceci. Donc moi, je n'ai fait que sauver la paix en sauvant les leaders politiques. Ils s'en ont témoigné et ils ont une idée parfaite sur les exactions du lieutenant Marcel Guilabogui, qui est le commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et votre adjoint est commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Puis vous êtes quoi alors? Ça, c'est le commandant Toumba qui parle comme ça. Marcel Guilabogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Ça veut dire bel et bien que ce poste existait, que lui, il était le commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En cette qualité de commandant de la sécurité présidentielle, il était au courant de l'arrivée des miliciens à la présidence de la République. La nuit, il a vu les Georges aller prendre les armes au magasin du Kalfaya Diallo, remplir le camion. Il a vu ça. Et le matin, les mêmes éléments sont venus le réveiller. Mon commandant, il faut envoyer les hommes au stade. Il dit qu'il a refusé, mais il a quand même entendu Georges dire, j'ai déjà infiltré des cars. J'ai déjà infiltré des cars. Les éléments qu'il appelle la garde parallèle, mais c'est les éléments de la garde présidentielle, et lui, il était le commandant. Il était le commandant. C'est les éléments de la garde présidentielle. Parallèle ou perpendiculaire, c'est les éléments de la garde présidentielle. Monsieur le Président, commandant de la garde présidentielle, vous entendez dire, j'ai infiltré des cars. Il y a la population civile là-bas. Tu vas aller te coucher? Il est le chef militaire. Il est allé se coucher. Il est allé se coucher. Chef militaire. Il y a eu massacre. Il pouvait, en ce moment-là, les dispositions pouvaient encore être prises. Dès lors qu'il a appris des Georges au téléphone, j'ai déjà infiltré des cars. C'est là où il fallait se lever.
Dès que Degré lui a dit que 2 éléments du camp Koundara ont été arrêtés, il s'est levé. Pourquoi là, il ne s'est pas levé? Pourquoi? Chef militaire. Responsabilité de commandement des chefs militaires. L'article 28 du statut de Rome, il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Ça, c'est imparable. Chef militaire. Monsieur le Président, le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Et quand il est parti se coucher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quand j'entends qu'on remette en cause le procès verbal de M. Mamadi Kourouma, mais ça me fait rire. Un procès verbal établi devant un juge d'instruction, vous allez venir prendre ça pour un papier volant. Les informations sur ce procès verbal-là sont des informations capitales. Et puis ça colle, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'a dit ce dernier-là, le commissaire? Il a donné beaucoup d'informations. Ce monsieur-là, que son âme repose en paix. Il a accordé les interviews à RF. Il a eu le courage de dire exactement ce qu'il a vu au stade. Il n'y a pas à dire il était du camp de Toumba ou bien il était du camp du président Dadis. Il a été comme ça. Que son âme repose en paix, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a dit de ce qui s'est passé après le massacre? Il dit ceci. À 15h, le commandant Pivi qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Belle-Vue a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. Voilà. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui est passé au stade pour vérifier, pour aller rendre compte à son président. Voilà. Si la situation est calme. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de 37 bandes, armé d'un PMK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant: comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre, alors que toi, tu es couché sur ton lit? Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. Ah oui, là, je reconnais mon président. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. C'est en ce moment-là, c'est Toumba qui parle maintenant là, que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Voilà. Il est venu régler le compte des opposants. Il n'est pas venu chercher le président. Qu'ils nous disent que je ne voulais pas aller, le président m'a forcé. Mais dire que c'est le président que je suis allé chercher. Le président que tu as entendu dire le matin, il faut les mater. Ils vont le regretter. Lui, il va aller au stade là-bas, vous allez aller derrière lui. Lui, il fait le massacre, vous le sécurisez. Vous allez faire courage à qui? Ce n'est pas possible. Il était venu sur ordre de son président, et ce pour régler le compte des opposants, Monsieur le Président. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a déclaré sur RFI, l'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est les ordres. Je ne peux pas prendre les hommes et aller agir ainsi si je n'ai pas reçu d'ordre. Ça a été discuté ici. Mais c'est courant. C'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le commandant Toumba Diakité, si peut-être il n'était pas à l'initial dans la planification, il a fini par entrer dans le plan de son patron. C'est ça. Il a fini par entrer. Il a fini. Il n'est nullement venu chercher le président Moussa Dadis Camara. Et il n'est pas du tout venu seul ou avec un civil. Il est venu effectivement avec les militaires. Il est venu avec les militaires. Et je vais vous lire quelques questions seulement que la commission lui avait posées, les réponses qu'il avait données.
C'est la commission qui pose la question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de bérets rouges sur le stade. C'est le commandant qui répond. Aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 hommes qui sont allés avec Toumba Diakité. Il y a des faux bérets rouges dans le pays. Les tenues militaires sont accessibles à tout le monde. Même le 1er décembre, un groupe a été démasqué. Tout est possible dans le pays. Voilà. C'est lui-même qui reconnaît être allé avec 8 hommes. Mais comment par hasard, Paul Mansa aussi va dire la même chose qu'il est allé avec la troupe. C'est ça Raphaël l'a dit, il y avait les colosses. Quand on l'auditionnait, j'ai entendu, il a dit 8 hommes. C'est ici, il a changé. C'est ici, monsieur le président, il a changé. Autre question. Violence sexuelle sur le stade. La réponse du commandant Toumba. Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes et Toumba Diakité n'a pas de copine et ne reçoit pas de visite de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Autre question. Peut-on voir les 8 hommes qui vous ont accompagné, qui vous accompagnaient? Toumba Diakité ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Autre question. Êtes-vous parti au stade avec l'accord de Pivi? Répond le commandant Toumba. Pivi ne commande pas Toumba Diakité. Voilà. Autre question. Combien de morts et de blessés? N'en sait rien. Coup reçu et donné au stade. Qui a agressé les leaders politiques? Demandez aux leaders. Toumba Diakité a juste sauvé les leaders. Le reste, il ne sait pas. Ici, il ne dénonce pas le président. Il ne dénonce pas Marcel. Parce que là, ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble. Quid des morts par balle parmi les manifestants? Répond de Toumba. Toumba Diakité n'a pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Oui. Pas constaté. Et ça, c'était encore frais. Les événements étaient encore frais. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Oui. Il ne va plus recevoir une commission d'enquête jusqu'à sa mort. Autre question. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade. Sa réponse, le président a demandé à Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. Toumba Diakité est parti au stade aussi pour cela, non pas pour aller contre la situation. Il fallait nous dire que je ne suis pas allé chercher le président, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi changer? Il est allé sur ordre du président et il est allé avec les militaires. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre de vie militaire, pendant les débats, le commandant Toumba a eu toutes les difficultés ici avec notre confrère maître Emmanuel. Quand il lui posait des questions sur les 8 hommes, il ne répondait pas, il a eu toutes les difficultés. Et finalement, on a vu un confrère lui souffler quelque chose dans l'oreille ici. Et il y a eu des protestations. Ensuite, un confrère noté, on a vu le commandant Toumba faire comme ça. Tout le monde l'a vu, il faisait comme ça pour chercher les réponses. Il y a eu des protestations. Et c'est ces jours-là que le président a décidé que désormais, les avocats s'asseyent loin de leurs clients. À cause de lui. La question de ces militaires-là, ça c'est la vérité. Le commandant Toumba est allé avec les militaires au stade, monsieur le président. Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait? Qu'il a envoyé. C'est l'horreur. C'est pourquoi il ne veut pas identifier leur nom. Pourquoi il refuse de donner leur nom? La réconciliation avec le capitaine Marcel Guilabogui et le capitaine Paul Mansa, c'est parce que les deux là constituent une bombe. Ils ont cassé le pot ensemble. Il faut les rapprocher. C'est une bombe. Si réellement le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il voulait aider dans ces dossiers-là, il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant dès lors qu'il a appris que Georges a envoyé les hommes, et aussi il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au camp Faya Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les véhicules qui transportent les corps, les tortures, les femmes qu'on envoie, quel que soit le problème qu'il avait avec le président Dadis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu.
peux comprendre, il y a les militaires qui disent j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. Le commandant Toumba, commandant de la garde présidentielle, ne peut pas dire qu'il ne voyait rien de tout ce qui s'est passé là. Il a tout vu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi au camp Koundara, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là, en tant que commandant de la garde présidentielle, était sous son contrôle. En disant à Belgré, il fallait se référer. Il allait libérer. Ce sont ces éléments, il allait les libérer. Pourquoi il allait les libérer si ce n'est pas ces éléments? Monsieur le Président, je pense que j'en ai dit suffisamment pour le commandant Toumba Diakité en ce qui concerne son implication dans ces dossiers-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de responsabilité de commandement de chef militaire que pour quelqu'un qui apprend que ces éléments ont infiltré une foule et il ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant les tirs, les viols, les massacres, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours. On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Je vais terminer par le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le plus grand attendu de ce procès, pour diverses raisons. Il était le président de la République, il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Ouais. Alors, dans ce dossier-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait tant ce procès-là, il a toujours tourné autour du pot. Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense? Sa ligne de défense, moi je suis rentré de l'Abbé, c'est tard la nuit, mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain, j'ai appelé M. Sidi Touré, la ligne n'était pas bonne, le lendemain j'étais couché, c'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a un massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, même procès pénal, c'est les détails.